Bienvenue dans le débat consacré à l'affaire Epstein et à ses répercussions dans le monde politique américain. Hier, la Chambre des représentants et le Sénat ont voté pour la publication du dossier d'enquête sur Jeffrey Epstein, accusé d'être à l'origine d'un vaste réseau de prostitution de mineurs. Trump a fait volte-face dimanche en déclarant soutenir cette proposition de loi, alors que sa majorité se déchire sur cette question. Le président américain a réagi au vote. Il a affirmé auparavant qu'il n'avait rien à voir avec ce pervers malade. Je cite, lors d'une conférence de presse, plusieurs victimes de Jeffrey Epstein avaient pris la parole pour appeler le Congrès à voter ce texte. Après le vote, Trump doit maintenant promulguer ce texte et le ministère de la Justice publier les documents. Alors, quelle est la prochaine étape et que permet finalement cette loi votée par le Congrès? Quelles conséquences sur le camp MAGA et pourquoi est-il divisé sur ce sujet? Quel impact pourra avoir ces publications sur Trump? Quels étaient les liens d'Epstein et du président américain? On va poser toutes ces questions à mes invités. Hélène Kuntz est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'INSEC Paris. Bienvenue dans le débat. Pierre Merci. Gervais est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Professeur de civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle. Bienvenue à vous. Reed Brody est avec nous ce soir en direct de New York. Bonsoir. Avocat et ancien substitut du procureur de l'État de New York. Bienvenue. Et nous avons aussi ce soir Virginie Villard. Bonsoir, vous êtes grand reporter au magazine Complément d'enquête. Votre reportage, Les derniers mystères de l'affaire Epstein, est toujours disponible d'ailleurs sur la plateforme de France.tv. Bienvenue à vous. La Chambre des représentants... Merci. La Chambre des représentants a voté à l'unanimité, moins une voix, 427 voix donc pour, une voix contre. Et le Sénat a adopté à l'unanimité la proposition de loi qui oblige donc le département de la justice à publier tous les documents et les archives en sa possession sur le dossier de Jeffrey Epstein. On va d'abord faire un point en images avec Rebecca Martin. Des bougies et des applaudissements en guise de célébration de cette première victoire. Le Congrès américain a ordonné ce mardi soir la publication du dossier Epstein, comme le réclamaient des centaines de victimes du délinquant sexuel. C'est leur courage, c'est leur douleur et c'est leur lumière dans les ténèbres qui ont permis l'adoption de cette loi aujourd'hui. Mais la décision doit encore être promulguée par Donald Trump. Pendant des mois, le président américain a tout fait pour contrecarrer la tenue de ce vote, avant de faire volte-face ce lundi. Lui qui aurait pu tout simplement ordonner la publication des documents. Il avait promis durant sa campagne présidentielle des révélations fracassantes avant de se rétracter, provoquant la colère jusque dans son mouvement MAGA. Nous n'avons rien à voir avec Epstein. Ce sont les démocrates. Tous ses amis étaient démocrates. Larry Summers, Bill Clinton, ils allaient tout le temps sur son île. Donc je suis tout à fait pour. Vous savez, nous avons déjà donné 50 000 pages. Mais ce n'est jamais assez. Que contient le dossier? C'est la question que tout le monde se pose. Dans des courriels dévoilés par des démocrates, Epstein affirme que Donald Trump savait à propos des filles agressées sexuellement et qu'il aurait même demandé à Ghislaine Maxwell, sa complice, d'arrêter. Reste à savoir si tous les documents seront réellement publiés. Certaines enquêtes étant encore en cours, ils pourraient légalement être exclus, sauf si le président des États-Unis ordonne à la justice de le faire, ce dont doute Marjorie Taylor Greene, ancienne du camp MAGA, lâchée récemment par Trump pour ses prises de position. Reed Brody, je démarre avec vous, puisque vous êtes ancien procureur, substitut du procureur de l'État de New York. Trump doit maintenant promulguer le texte. Une fois promulgué, que va faire le département de la justice? Est-ce qu'il peut sélectionner des documents? Est-ce qu'il est a priori obligé de tout divulguer? Voilà. Je pense qu'il est important d'expliquer un peu pourquoi le président craint à ce point ces documents et qu'est-ce qu'il peut faire. C'est un président quand même qui a brisé absolument toutes les normes, qui a tenté d'inverser une élection, qui a gracié les émeutiers, qui a transformé la Maison-Blanche en entreprise familiale, qui accepte ouvertement des pots de vin des gouvernements, qui s'est vanté de pouvoir tuer quelqu'un en pleine 5e avenue sans perdre des voix. Mais pourquoi il a peur de ces files, de ces Epstein files? Parce que, comme vous avez
montrer un peu, l'affaire Epstein occupe une place particulière dans l'imaginaire d'une partie importante de la base MAGA, nourrie depuis des années. On va y revenir, Reed Brody, on va y revenir justement sur le camp MAGA. Mais tout d'abord, est-ce que le département de la justice va divulguer l'ensemble des documents ou est-ce qu'il peut faire de la rétention de documents, d'archives? Alors, normalement, d'après cette loi qui a été votée, le département de justice a 30 jours pour divulguer les documents, sauf, et c'est assez important, dans le cas où ça peut porter préjudice à des enquêtes en cours. Or, quand la loi a été préparée il y a un mois, il n'y avait pas d'enquête en cours sur l'affaire Epstein. Mais en fait, la semaine passée, justement, Donald Trump, pour détourner l'attention, a demandé au département de justice, qu'il utilise comme son cabinet d'avocats particulier, d'enquêter sur les liens de Jeffrey Epstein avec des démocrates, avec Clinton. Il a nommé Clinton, l'ancien secrétaire au Trésor, Larry Summers, et d'autres démocrates importants. Donc, il y a en fait, et puis le ministre de la Justice, et en cela brisant totalement la tradition américaine d'indépendance du ministère de la Justice, a tout de suite, dans les 3 heures, ordonné une enquête et l'a confiée à un des procureurs les plus importants, le procureur de New York, le procureur fédéral de New York. Et donc, maintenant, il existe des enquêtes et le département de justice pourrait dire attention, on se prévaut de cette exception dans la loi. Et oui, Hélène Kuhn, c'est intéressant. Après, on va revenir sur les liens entre Trump, Epstein, mais sur justement cette loi qui oblige normalement le département de la justice à dévoiler tout ce qui est lié à ce dossier de Epstein. En fait, il ne va pas le faire. Ah, mais je pense que Donald Trump va signer. Je pense la promulgation du texte. Oui, tout à fait. Je pense que les documents vont sortir, mais pardonnez-moi, je suis un peu pessimiste là. Je pense que si son nom y était, son nom n'y figure plus. Et il va quand même réussir, Donald Trump, à se positionner en victime. Vous voyez? Donc, je pense qu'il va anonymiser le document pour lui-même et pour d'autres républicains. Et on va voir que les noms, effectivement, comme des démocrates, comme il a promis à sa base. C'est-à-dire que Pam Bondi, la ministre de la Justice, pourra divulguer certains documents en disant que d'autres, qu'il y a une enquête en cours, donc elle ne va pas divulguer les autres. Il va y avoir une sorte de sélection discrétionnaire. Non, je pense qu'elle va tout sortir, mais avec où certaines données sont noircies ou non pas... on ne voit pas vraiment les noms. Sous prétexte que Donald Trump était un citoyen privé pour certaines tranches des faits. Et donc, on ne saura peut-être jamais. Mais les documents vont sortir tout de même. Ils vont sortir tout de même, Pierre Gervais, parce que là, on voit que le Congrès, il a manqué une voix à l'ensemble du Congrès. Donc, les congressmen, eux, les représentants du peuple et les sénateurs veulent que ces dossiers sur ces enquêtes de Jeffrey Epstein sortent. Or, si ça se trouve, ça va être... peut-être camouflé en partie ou pas? Alors ça, c'est plutôt Reed qui devrait répondre à cette question parce que je pense que ça fait plutôt partie de son domaine. Mais c'est vrai qu'effectivement, on peut s'attendre à ce que la livraison qui sera publiée... Alors je ne sais pas si véritablement ça sera anonymisé ou si certains documents seront retenus au nom de l'enquête en cours. Ça, c'est quelque chose qui est une excuse toute faite. Hein. Nous ne pouvons pas vous donner tel ou tel document parce qu'il y a une enquête en cours. C'est ce que Reed disait tout à l'heure. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, ils donneront des documents. Ils donneront probablement tous les documents qui concernent des démocrates. Il y avait des démocrates autour d'Epstein. Il y avait aussi des républicains. Ils étaient forcés de le faire parce que, et c'est aussi ce que Reed allait dire, mais il a raison, la base MAGA est en partie... formés de gens, il y a une proportion qui est assez importante, de gens qui suivent depuis longtemps maintenant des théories conspirationnistes de type QAnon, dans lesquelles, qui sont en fait des reproductions de choses qui remontent très loin. Hein. On peut remonter jusqu'au Moyen-Âge. Au départ, c'était des conspirations antisémites avec les Juifs qui mangeaient des enfants. Là, on retrouve le terme des Juifs qui mangeaient des enfants, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'Epstein est juif ou pas, c'est pas ça. C'est les élites
qui, par exemple, mangent des enfants pour vivre éternellement. Hein. On trouve ça dans la base MAGA, tout à fait autour de QAnon. Et ça, c'est des théories du complot qui ont une importance assez considérable dans sa base. Et évidemment, le fait de résister à la livraison de documents qui seraient censés prouver ces théories rendait furieuse cette partie-là de la base. Virginie Villard, vous qui avez enquêté sur l'affaire Epstein. Epstein, donc, je rappelle, a été condamné en 2008 en Floride et il a été inculpé pour des charges fédérales donc plus graves à New York, des charges donc d'exploitation sexuelle de mineurs. Il a été retrouvé mort, Epstein, dans sa cellule en 2019. Sa mort a mis fin à l'enquête et du coup, il y a eu justement des controverses autour de son suicide. C'est en tout cas ce que vous montrez dans cette enquête. Son frère, par exemple, ne croit pas à la thèse du suicide. Vous allez nous raconter, évidemment, ça a eu un impact là aussi sur toute cette sphère MAGA qui a douté donc de la véracité de ce suicide. Oui, ce qui est intéressant sur la controverse autour de la mort de Jeffrey Epstein, c'est qu'au début, en 2019, les personnes qui doutent de son suicide, on se dit, bon, ce sont des thèses complotistes. Et en fait, au fil des années et au fil des mois, il y a des gens très sérieux qui vont se poser des questions. Nous, dans le cadre de notre enquête, on a rencontré plusieurs personnes. Alors, comme vous le disiez, on a eu la chance de rencontrer le frère de Jeffrey Epstein à New York, Mark Epstein, qui a accepté de me recevoir. C'était à l'époque une interview, l'une des premières qu'il donnait à une journaliste de télé. Alors, il ne voulait pas être filmé, mais il a accepté de me rencontrer quand je lui ai dit que j'essayais de regarder un petit peu tous les éléments qui posaient question. Et lui me dit que quand on l'a appelé en lui disant que son frère avait été retrouvé mort dans sa prison, dans sa cellule, sa première réaction a été de ne pas en douter. Il s'est dit, bon, bah voilà, mon frère savait qu'il avait sans doute la perpétuité devant lui, en tout cas qu'il allait prendre une grande peine de prison, donc il s'est suicidé. Mais il a quand même souhaité faire appel à un médecin légiste indépendant pour assister à l'autopsie de Jeffrey Epstein. Et il n'a pas choisi n'importe qui, puisqu'il a choisi l'un des médecins légistes les plus connus et les plus sérieux des États-Unis, qui s'appelle Michael Baden, qui a fait énormément d'autopsies, qui a participé à l'enquête sur les conditions de la mort de John Kennedy, par exemple. C'est quelqu'un qui a aussi travaillé beaucoup sur les morts en prison, donc qui connaît parfaitement le sujet. Et Michael Baden, quand il assiste à l'autopsie de Jeffrey Epstein, il va constater énormément de choses qui lui posent question. Je vais essayer d'aller vite, mais parmi les choses les plus étranges, c'est notamment une fracture qu'il trouve au niveau du cou de Jeffrey Epstein, une fracture au niveau d'un os qui s'appelle l'os hyoïde, qui est ici. Et d'après Michael Baden, cet os ne peut pas se fracturer lors d'une pendaison, parce que la corde serait plutôt ici, en dessous du menton, et non au milieu du cou, comme ça. Alors, il faut quand même savoir que donc, Michael Baden nous a accordé une interview aussi, en nous expliquant tout ça. Je lui ai dit, mais comment vous pouvez être sûr de ça? Il me dit, je ne peux pas vous dire que je suis sûr, parce que dans la science, on n'est pas sûr. Il me dit, ce que je vous dis, c'est que ça fait 50 ans que je travaille sur les suicides en prison notamment, que je n'ai jamais vu ça, et que dans la littérature américaine, dans la littérature internationale, on ne trouve pas de fracture de cet os-là lors d'une pendaison. Bon. Il se trouve que dans le cadre de notre enquête, on a fait appel à plusieurs médecins légistes pour vérifier cette information. Ce qu'il en ressort, c'est qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais que effectivement, ça reste quelque chose de rare. L'autre chose qu'il a constaté, c'est que la marque sur le cou de Jeffrey Epstein, nous on a constaté les photos aussi qui sont étranges, c'est une fine trace comme ça, la trace de ligature. Et pareil, Michael Baden dit, c'est étrange, un drap plus large aurait dû laisser une marque plus importante. Il y a donc des doutes. Virginie. Il y a donc des doutes. Il y a des doutes. Je vous laisse, mais il n'y a pas de réponse formelle. Voilà, il n'y a pas de réponse formelle, d'autant que très vite, la médecin légiste de la ville de New York va dire « il n'y a aucun doute, c'est un suicide, circuler, il n'y a rien à voir », alors que Michael Baden affirme, lui, qu'au contraire, des examens complémentaires auraient dû être faits pour justement évacuer ces doutes. Et je complète juste peut-être avec ce qui pose question aussi, ce qui alimente le fantasme autour de la mort de Jeffrey Epstein, c'est cette autopsie, mais c'est aussi toutes les
tous les ratés qu'il y a eu dans la prison le soir de sa mort. Il y a eu un enchaînement de ratés totalement incroyable. Les gardiens qui devaient faire les rondes ce soir-là et aller visiter sa cellule chaque 30 minutes ne l'ont pas fait de la nuit. Entre minuit et 6h30 du matin, personne ne va voir dans la cellule de Jeffrey Epstein, ce qui est totalement inédit et totalement, c'est une faute très grave de la part des surveillants. Les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas cette nuit-là dans l'aile où il était détenu. En revanche, les caméras de surveillance dans la loge des gardiens fonctionnaient et on voit que les gardiens ont dormi alors qu'ils auraient dû faire les rondes. Et quand ils se réveillent, ils ne vont pas faire la ronde dans la cellule de Jeffrey Epstein et dans les autres. Ils font du shopping sur Internet. Donc, si vous voulez, tout ça, après, les gardiens ont reconnu avoir falsifié les carnets où ils disaient minuit 10 qu'ils avaient checké, minuit 15. Ils l'ont reconnu, tout ça. Les gardiens ont conclu un accord avec les procureurs et ils n'ont pas été inquiétés. Mais ce que tout le monde se pose comme question, c'est que quand on conclut un accord, c'est qu'on a des informations à donner, c'est qu'on a quelque chose en échange. Ces gardiens auraient dû être condamnés, sanctionnés, ils ne l'ont pas été. Et donc tout ça, si vous voulez, ce sont autant d'éléments qui alimentent la sphère complotiste, mais pas seulement. Aussi des criminologues très sérieux qu'on a rencontrés se posent des questions sur comment Jeffrey Epstein, à l'époque, le détenu le plus sensible d'Amérique, comment il a été si peu surveillé. Britt Brody, alors ces doutes autour du suicide ont alimenté, donc on voit ce que vient de dire Virginie, un peu donc ces criminologues, mais aussi toute cette sphère MAGA qui en plus est très friande, on l'a vu à l'instant avec Pierre Gervais, friande de ces thèses complotistes, même d'ailleurs il parle d'un réseau pédophile du côté des démocrates, enfin ça circule au sein de la sphère MAGA, même indépendamment de la mort de Jeffrey Epstein. Exactement. Et il ne faut pas minimiser tout cela. Aujourd'hui, environ un quart des électeurs républicains, on estime des dizaines, en fait, 30 millions d'Américains adhèrent à ces récits QAnon. Et pour eux, la mort d'Epstein fait partie du complot. Et rappelons que Trump lui-même avait relayé depuis la Maison-Blanche un message insinuant que les Clinton étaient impliqués dans la mort de Jeffrey Epstein. Et dans cette vision complotiste du monde, Trump a longtemps été présenté comme celui qui devait révéler la vérité, nettoyer le système. Pendant la campagne en 2024, il avait promis de rendre public tous les documents sur Epstein. Et maintenant, lorsque la base MAGA découvre que Trump lui-même apparaît dans les documents, qu'il était proche d'Epstein, qu'Epstein écrit que Trump savait sur les filles, qu'il passait des heures seul avec l'une d'elles, ce récit s'effondre. Et c'est cela qui explique la prise d'autonomie des républicains au Congrès, qui sont pourtant habitués depuis un moment à voir leurs prérogatives rangées par Trump. Et donc, Trump, il a dû changer volte-face totale pour dire que bon, maintenant, j'autorise le Congrès à voter. Comme vous avez dit, il aurait pu de lui-même déclassifier les documents. Il demande au ministre de la Justice, mais en même temps, il demande des enquêtes contre les démocrates. Et donc, je pense je suis d'accord avec Hélène, on n'est pas au bout de nos peines pour voir la vérité. Pour voir la vérité divulguée. C'est du Trump, voilà. Alors justement, un mot sur ces MAGA. Donc on a vu le Congrès ils ont tous voté, sauf un, cette proposition de loi pour justement connaître la vérité. Marjorie Taylor Greene, qui est une supporter de Trump, une représentante de la Géorgie, vraiment fervente supporter de Trump, qui en fait, elle a pris la défense des victimes de Epstein contre Trump au moment où justement il avait décidé que ce n'était pas plus intéressant de connaître la vérité. Et puis ça a entraîné un vrai clash entre les deux, entre Trump et Marjorie Taylor Greene. On va l'écouter, Marjorie Taylor Greene.
La chose la plus blessante qu'il ait dite, et qui est absolument fausse, c'est qu'il m'a traité de traître. C'est extrêmement injuste. Et ce sont exactement le genre de mots qui peuvent radicaliser des gens contre moi et mettre ma vie en danger. Hélène Kounce, parce que là, c'est la division au sein du camp MAGA, au sein du camp de Trump, finalement, qu'il a même alimenté en exerçant ce type de volte-face pour ou contre la divulgation des documents sur Jeffrey Epstein. Pourquoi est-il allé aussi loin avec Marjorie Taylor Greene? Il ne la soutient plus du tout. Oui, tout à fait. Et puis maintenant, effectivement, comme elle dit elle-même, elle se sent en difficulté, voire en danger. Et il a également inquiété une autre représentante républicaine jusqu'à dans le Situation Room pour essayer de la convaincre de changer son vote avant qu'ils décident tous que ça ferait bien de voter. Vous voyez, donc ils ont mis beaucoup de pression sur les peu de femmes élues, MAGA, pour qu'elles se taisent. Et c'est vrai que traditionnellement, les républicains aux États-Unis savent bien se ranger derrière leur chef, derrière Trump. C'est la première fois qu'on voit une telle pagaille au sein des MAGA, un tel affrontement avec Trump. Il y a plusieurs choses qui fracturent le camp MAGA. On a aussi, on en parlera peut-être, mais l'état de santé réel de Donald Trump questionne les autres élus. Ils disent, quand même, ils voient leur propre avenir électoral. Est-ce qu'ils ne peuvent pas éternellement compter sur un Donald Trump à ce point affaibli physiquement, peut-être mentalement, et surtout dans les sondages? On est quand même sur un président qui, il est entre 30-35% de soutien dans les sondages. Donc, vous voyez, je pense qu'on peut comprendre que le bilan Trump, pour les républicains, ils peuvent imaginer qu'ils ne vont pas pouvoir le porter aux prochaines élections. Donc, Marjorie Taylor Greene prend le risque que la prochaine fois, elle doit se faire élire. Ça ne sera pas grâce à Donald Trump. Là, en tout cas, elle a perdu son soutien. Donc, on voit les dissensions, les divisions que ça a pu entraîner donc, au sein du camp républicain. Oui. Et même si aujourd'hui, Trump parle plutôt des démocrates en disant que c'est eux qui sont mis en question dans l'affaire Epstein. Mais il y a effectivement une sorte de pagaille, on peut dire, du côté MAGA. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau des politiciens, des hommes politiques républicains qui ont vu les dernières élections, qu'ils ont largement perdu et qui s'inquiètent pour le futur. Ça, c'est le niveau rationnel, je dirais. Le problème, c'est qu'ils ne bougeraient probablement pas, malgré cela, si la base elle-même n'était pas fracturée. Et ça, c'est ça qui est nouveau. C'est qu'une partie de la base MAGA est furieuse. Et encore une fois, je pense qu'on ne peut trop insister sur l'importance des réseaux conspirationnistes dans la politique actuelle. Ils sont en partie entretenus par les Russes, il faut bien le dire, parfois par les Israéliens. Ce sont effectivement des réseaux très puissants autour de QAnon. Ils se composent de deux éléments. C'est un élément, tous les deux très anciens historiquement, un élément de certitude qu'un complot international des élites gouverne le monde en cachette, ça c'est quelque chose qu'on peut faire remonter au XVIIIe siècle, et un élément sataniste, je dirais, qui fait de ces élites, encore une fois, des consommateurs d'enfants, sous des formes diverses. Et là encore, c'est très ancien. Ces gens-là sont puissants, c'est une partie puissante de la base, et le problème est qu'ils ne seront satisfaits que si le réseau qu'ils imaginent est effectivement rendu public, ce qui pose un gros problème parce qu'il n'existe pas. Évidemment. Là, Epstein passé par sa base. Epstein n'est pas un réseau, évidemment, de gens qui commandaient le monde en cachette en mangeant des enfants. Epstein est un réseau de gens très puissants, très riches, pédophiles, liés par des intérêts financiers, puisqu'il s'agissait essentiellement de grands patrons, en réalité, qui partageaient un gros souci d'optimisation fiscale. Epstein, au départ, c'est quelqu'un qui a fait sa carrière sur le fait de cacher des fonds offshore pour éviter de payer des impôts. C'est comme ça qu'il a fait sa fortune au départ. Donc, si vous voulez, c'est des gens qui étaient unis sur un certain type de capitalisme voyou et qui, par ailleurs, avaient des réseaux d'utilisation de jeunes filles, franchement, en dessous de l'âge légal. C'est rien de plus, mais en même temps, c'est suffisamment proche de ce que la base MAGA imagine comme fonctionnement des élites internationales pour être extrêmement important pour elles, parce que c'est un signe de validation de ce type de croyance. Si ça n'est pas accompagné par effectivement ce qu'ils appellent la tempête, le moment où tous ces gens se retrouveront en prison et où Trump, qui était censé être le sauveur, vous le voyez, vous avez des peintures où Trump est représenté dans les traits d'un espèce de néo-Christ combiné Christ Superman qui va nettoyer tout cela. Si Trump ne le fait pas,
c'est une déception énorme pour des gens qui ont construit leur vie par Internet, malheureusement, autour de ce genre de choses. Vous me direz qu'on vous trouvait déjà au Moyen-Âge et il n'y avait pas Internet. Mais quand même. Virginie Villard, alors ces thèses complotistes, Epstein, il aurait été donc, lorsqu'on prend l'affaire elle-même, à la tête d'un trafic sexuel de mineurs, qui aurait impliqué donc des hommes d'affaires comme Leon Black, par exemple, le patron du fonds Apollo, le fondateur également de Victoria's Secret. Donc ça, c'est pour le côté homme d'affaires. Et puis donc des politiques. Ghislaine Maxwell, elle a été condamnée à 20 ans de prison pour trafic sexuel au profit d'Epstein. Elle lui a présenté notamment Bill Clinton, qui pourrait être vraiment compromis finalement, à votre avis, avec l'ouverture, avec la diffusion de ces files, de ce dossier Epstein? C'est très compliqué à dire aujourd'hui, c'est presque impossible de savoir ce que l'on va découvrir et malheureusement, je ne voudrais pas être pessimiste parce qu'évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer, mais j'ai peur qu'une nouvelle fois, on soit très déçus et frustrés. Oui. Parce que comme on le disait au début de cette émission, je pense que le ministère de la Justice déjà ne va pas dévoiler la totalité de ce qu'on voudrait avoir parce qu'il y aura évidemment des enquêtes en cours, des victimes à protéger. Donc, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas avoir. Ensuite, il y a tout un fantasme autour de noms qu'on attend, notamment autour de vidéos. Si vous voulez, je pense qu'il y a toute une partie qui s'attend à récupérer les vidéos filmées par les caméras cachées dans les propriétés de Jeffrey Epstein. Parce que lors de perquisitions dans sa propriété en Floride, mais aussi à New York, aussi à Paris, les enquêteurs, à chaque fois, ont découvert des caméras cachées. Alors, à quoi servaient ces caméras cachées ? La sphère complotiste, mais pas seulement, pense que ces caméras étaient dissimulées pour que ensuite Jeffrey Epstein fasse du chantage à ces hommes puissants qu'il invitait chez lui et qui auraient participé à ce trafic, qui auraient peut-être agressé des jeunes femmes. Et donc, ces vidéos... Que contiennent ces vidéos, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de fantasmes sur les informations qu'on peut avoir, que ce soit des photos, des vidéos, des mails, mais c'est très difficile de savoir qui. Si vous voulez, on a eu lors de notre enquête accès à l'enquête de la police française. Parce que je rappelle que quand il a été arrêté en 2019 à New York, emprisonné, il y a une enquête qui a été lancée par la police française parce que Jeffrey Epstein avait un appartement avenue Foch à Paris, dans lequel il venait régulièrement. Et donc, il y a eu quelques semaines d'enquête et... j'ai pu avoir accès à ce dossier d'instruction et il y a notamment des photos qui ont été prises dans l'appartement de Jeffrey Epstein, des photos qui n'ont jamais été diffusées. Et là aussi, j'ai eu la surprise de voir des gens des photos inédites, notamment de Jeffrey Epstein avec Michael Jackson, des photos de Jeffrey Epstein avec Fidel Castro. Jusqu'à présent, on n'avait jamais vu ces noms associés à Jeffrey Epstein. Donc, il y avait aussi des photos de Mick Jagger avec Jeffrey Epstein, ça c'était un petit peu plus connu, des photos avec le pape, avec des Saoudiens, avec... ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, je pense qu'on est très loin du compte encore et qu'il y a énormément de choses à comprendre, à découvrir. Est-ce que ce sera dans 30 jours à la publication des documents du ministère de la Justice ? Je ne suis pas sûre. Vous n'êtes pas sûre. L'attitude de Trump, en tout cas, on va y revenir, parce qu'il a vraiment évolué. Pendant la campagne, il avait promis des révélations fracassantes. À son arrivée au pouvoir, tout d'un coup, il a rétropédalé. Il ne voulait plus du tout, finalement, et donc on l'a vu publier ses dossiers Epstein, et il a provoqué la colère de son camp MAGA. Le week-end dernier, il a fait volte-face une nouvelle fois, puisque là, cette fois, il a dit qu'il soutenait la proposition de loi qui devait être votée au Congrès pour divulguer ce dossier Epstein. Alors, on va l'écouter, Donald Trump. Voilà ce qu'il a affirmé à une journaliste de Bloomberg qui lui posait la question sur Epstein. C'était le 14 novembre dernier. Que voulait dire Jeffrey Epstein dans ses emails lorsque vous avez dit que vous saviez au sujet des filles ? Jeffrey Epstein et moi avons eu une très mauvaise relation pendant de nombreuses années. Mais il a aussi vu de la force parce que j'étais président. Donc il s'est dicté quelques mémos à lui-même. Laissez-moi tranquille. Vous allez découvrir ce qu'il savait par rapport à Bill Clinton, par rapport au président de Harvard, par rapport à toutes ces personnes. Monsieur, s'il n'y a rien d'incriminant dans les fichiers, monsieur, pourquoi ne pas... Tais-toi, la truie, tais-toi.
Reed Brody, donc il insulte littéralement la journaliste en la traitant de truie. Hélène Kounz, vous voulez dire un mot là-dessus. Cette volte-face interroge. Pourquoi est-ce que Trump, au départ, est-ce qu'il a fait campagne en disant qu'il allait justement utiliser ces thèses complotistes, que ça allait lui servir, et puis tout d'un coup, il s'est dit qu'au contraire, ça allait peut-être lui desservir. Pour ma part, en tout cas, je pense qu'on est sur une contradiction terrible. On sera peut-être pas surpris s'il y a des détails salaces qui vont embarrasser Donald Trump, mais pas à ce point l'inquiéter. Et vous savez, tout à l'heure, on a vu des images des femmes qui sautaient de joie, qui disaient « enfin, les révélations vont sortir ». C'était pour la plupart parmi les 1000 victimes qui sont identifiées. Et beaucoup d'entre elles ont voté pour Trump, pour que la vérité soit dite. Vous voyez, donc c'est quand même relativement confus tout ça. Il est à la fois dedans, on disait même qu'il est lui-même la liste. He's the list. Donald Trump, c'est lui la liste. Alors qu'il est aussi positionné comme la personne qui va révéler et au final, il sera lui-même victime. Il a rétropé d'aller. Pourquoi, à votre avis, Reed Brody a-t-il changé d'attitude 3 fois, on peut dire, au final? Écoutez, il a dû céder devant la désertion de sa base, MAGA. Les personnes que vous avez montrées, les Marjorie Taylor Greene, ce sont des gens à la droite, de la droite. Et il a vu qu'il y avait peut-être 40, 50 plus des républicains qui voulaient voir les documents. Peut-être qu'ils pensaient, d'ailleurs, les implications de Bill Clinton et d'autres sont probablement beaucoup plus claires. Mais en fait, pour moi, ce que l'affaire Epstein révèle, c'est qu'un nombre étonnant de responsables, démocrates comme républicains, des capitaines d'industrie, des philanthropes, ont fréquenté pendant des années un homme dont la réputation concernant de très jeunes filles était largement connue. Et il faut le dire que les grands absents dans ce débat, ce sont encore une fois les victimes, des adolescents qui ont tenté d'alerter, qui sont allés vers la police, qui ont raconté les massages imposés, les abus, et personne n'a voulu les entendre. Pendant des années, les plaintes ont été classées, les témoignages jugés pas crédibles, le fameux deal que vous avez évoqué, où le procureur qui ensuite devenu le secrétaire au travail de Donald Trump a accepté de ne pas poursuivre. Alors, pour moi, c'est vraiment une question qui dépasse même Trump et les démocrates. Et ce qu'il faut, et ce que les victimes demandent, c'est transparence, une commission indépendante pour que plus jamais cela. Et évidemment, le sens politique, c'est pour ça qu'on en parle, justement. C'est peut-être heureux dans ce sens que autant les Clinton que Trump soient dedans. Mais une fois de plus, c'est une question de ne pas croire les femmes, de se comporter avec quelqu'un que tout le monde savait. Tout le monde savait. D'ailleurs, Melinda Gates, l'ancienne femme de Bill Gates, a quitté son mari parce qu'elle était allée à une des soirées avec Jeffrey Epstein où il y avait des filles de 14, 15 ans qui circulaient là et tout le monde le traitait comme si c'était normal. Oui, effectivement, il y a ce problème où on va dire aux femmes, ayez le courage de dévoiler ces affaires terribles. Et je crains très fort qu'on va finir avec une Ghislaine Maxwell graciée. Hein? Donc, ça va vraiment à tout jamais faire taire des jeunes personnes qui... Graciées par Trump, vous dites. Vous pensez qu'il y a une chance qu'elle soit graciée par Trump? Je crains très fort que ça va être une chose finale dans cette affaire-là.
Non, derrière ça, enfin, je voudrais encore une fois replacer cela dans effectivement le contexte plus large dont Reid parle est un contexte sociopolitique, mais social aussi. On est en train de parler des sommets du capitalisme mondial. C'est pas seulement Wexler et Virginia's Secret, c'est l'ancien patron de Google, c'est l'ancien patron de Disney, c'est des gens qui ont énormément d'argent, oui. C'est aussi des oligarques russes, c'est aussi des milliardaires internationaux, des Saoudiens. Il y avait tout un ensemble autour d'Epstein qui était cette espèce de circuit, de club de gens qui partageaient les mêmes intérêts, et ce sont des gens immensément riches. Et alors, au moment de la diffusion, la justice, malheureusement, mais ça n'est pas vrai qu'aux États-Unis, la justice s'arrête aux portes de ces gens-là. Alors pour le moment, pour l'instant, c'est l'impunité. Il y a eu tout de même un impact déjà sur le prince Andrew, qui lui a dû renoncer à son titre royal, le prince Andrew. Pete Mandelson, personnalité du Labour, ambassadeur britannique aux États-Unis, lui qui ont donc des documents, il y a eu ce livre d'or qui est sorti dans lequel il aurait dit que c'était, dans lequel il dit que c'est son meilleur ami, donc lui aussi finalement, a été, il a dû renoncer à son poste d'ambassadeur britannique et c'est vraiment une des personnalités clés du Labour Party. Et puis Larry Summers, donc lui a décidé hier, l'ancien secrétaire au Trésor de Bill Clinton, donc il a annoncé son retrait de la vie publique après la publication d'emails. Donc il y a tout de même déjà des conséquences sur son retrait de la vie publique. Attention, il continue à enseigner. Pour l'instant, il ne donne plus de conférences. Oui, parce qu'il était ancien aussi président de Harvard et Donald Trump l'avait mentionné tout à l'heure, donc il avait quand même... Donc il pourrait y avoir d'autres personnalités touchées tout de même. Oui, mais alors, l'une des personnalités morales, c'est JP Morgan Chase. Donald Trump l'avait dit dans plusieurs entretiens, c'est pas que des personnes physiques, c'est aussi la personne morale qui est le banque JP Morgan. Et pourquoi il le cite? C'est parce qu'il y avait plus de 4000 transactions pour une somme faramineuse, c'est 1 milliard d'euros. Sur une dizaine d'années entre Epstein et tous ces acteurs-là, vous voyez. Donc, même Donald Trump sait très bien qu'il y a cette trace d'argent qui implique des personnes, voilà. Ça explique un petit peu aussi l'embarras de Trump depuis le début, c'est qu'il ne s'agit pas... La partie politique, ou la partie showbiz, on pourrait dire, et de ce point de vue-là, l'ex-prince Andrew appartient plutôt à la partie showbiz, en réalité. À ce stade, la couronne d'Angleterre, c'est surtout une entreprise de médias. Mais voilà des gens qui vont effectivement avoir des conséquences négatives du fait de leur lien avec Epstein. Mais derrière eux, qui est un petit peu la partie connue émergée de l'iceberg, vous avez toute cette couche de milliardaires internationaux qui ont participé, et ils n'ont pas seulement participé, les réseaux Epstein avaient été créés d'abord pour cela, d'abord pour de l'optimisation fiscale. Donc, si vous voulez, on est au cœur d'un capitalisme international totalement déréglementé depuis maintenant une trentaine d'années, avec des gens qui effectivement se croient tout permis. Mais il n'y a pas d'instance à l'heure actuelle qui puisse prendre cela en charge, malheureusement. Virginie Villard, vous pensez, vous, que Ghislaine Maxwell, donc, qui, je le rappelle, est condamnée à 20 ans de prison pour trafic sexuel au profit d'Epstein, qu'elle pourrait être graciée et que, du coup, comme dit Hélène Kuntz, il n'y aurait plus vraiment de preuves? Encore une fois, je trouve ça très, très compliqué aujourd'hui d'être affirmatif sur cette question. Moi, je suis en contact régulier avec le frère de Ghislaine Maxwell. Il a témoigné dans notre reportage. Donc, son frère, lui, se bat depuis plusieurs années pour la faire libérer. J'ai assisté au procès en appel de Ghislaine Maxwell. C'est compliqué quand même. Elle a quand même perdu devant la Cour de cassation. Plusieurs victimes, quand il a été question d'une grâce présidentielle par Donald Trump, ont dit que ce serait extrêmement grave et qu'elle riposterait d'une manière ou d'une autre. Ce serait un geste catastrophique pour ce serait un symbole catastrophique pour Donald Trump, mais peut-être qu'il le fera. Parce qu'elle a été condamnée à 20 ans de prison sur la base de témoignages très forts de femmes qui l'ont accusée effectivement d'avoir été la complice de Jeffrey Epstein, mais aussi certaines femmes disent qu'elle les a agressées sexuellement. Donc, est-ce qu'il irait jusque-là? Je ne sais pas. C'est trop compliqué. Je pense que ce serait un immense coup dur pour les victimes. Moi qui ai rencontré plusieurs victimes de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell, je n'ose pas imaginer ce que ça pourrait leur faire d'entendre ça. Mais encore une fois, c'est trop tôt pour savoir. Reid Brody, qu'est-ce qui va se passer maintenant, puisqu'il nous reste quelques minutes?
Écoutez, avec Ghislaine Maxwell, dans une démarche totalement hors norme, l'ancien avocat de Donald Trump, Todd Blanche, qui est maintenant procureur général adjoint des États-Unis, qui est déjà hors norme, s'était rendu en prison il y a quelques mois pour conduire une audition de Ghislaine Maxwell, dont l'objectif était évidemment d'exonérer Donald Trump. Et Maxwell a ensuite été transféré dans une prison de sécurité minimum aux conditions très favorables. On dit que c'est comme un petit hôtel, donc avec un traitement de faveur. Peut-être, je suis d'accord que Trump attendra un moment, peut-être sur la porte de sortie, pour la gracier, mais ce qui est certain, c'est que Ghislaine Maxwell ne va pas donner en ce moment des preuves qui pourraient mettre en cause Donald Trump. Elle le sait. Ce n'est pas quelqu'un qui est très connu pour son attachement à la vérité, mais maintenant, elle a des raisons de se taire. Un dernier mot de conclusion. Qu'est-ce qui va se passer? Il va promulguer la loi, a priori, Donald Trump. Et puis, il n'y aura pas grand-chose dans les documents qui sont publiés. Vous savez, il y a peut-être une dernière femme, on peut mentionner très vite, qui est en délicatesse avec ce dossier, c'est Pam Bondi elle-même. Pam Bondi a connu Donald Trump quand elle avait tout simplement 13 ans. Il y a une photo d'elle sur ses genoux. Elle était résidente de Floride, et puis voilà, elle était un peu dans ce milieu-là, mais je pense qu'elle est dans un conflit interne terrible. Est-ce qu'elle est vraiment là pour défendre Trump, les victimes? Voilà. Elle-même, je ne sais pas, c'est très compliqué aussi pour elle. Pas les victimes. Pas les victimes. Merci beaucoup Pierre Gervais, Hélène Kuntz. Merci Virginie Villard d'avoir été avec nous ce soir. Merci Reed Brody. Vous étiez avec nous en direct de New York. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission que vous retrouvez sur les réseaux sociaux et sur YouTube. À demain.